Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, ouverture ce mardi 1er novembre du 31e sommet de la Ligue arabe en Algérie. Le premier sommet de la Ligue arabe depuis le Covid-19 s'ouvre sur fond de tensions persistantes sur les conflits qui agitent la région, notamment la Syrie et la Libye, et le rapprochement de certains États avec Israël. Dans le cadre de la présidence marocaine du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, Tanger a récemment accueilli une conférence politique sur le lien entre la paix, la sécurité et le développement. Les parties prenantes ont notamment échangé sur les divers moyens qui permettraient de lutter efficacement contre l'extrémisme violent et la radicalisation des jeunes. Et puis, l'ONU milite pour le renouvellement de l'accord assurant la poursuite des exportations de céréales ukrainiennes. L'accord jugé vital pour la sécurité alimentaire mondiale est désormais en danger puisque la Russie a récemment annoncé son retrait. Alger, la capitale algérienne, accueille depuis ce mardi 1er novembre le 31e sommet de la Ligue arabe. Le gouvernement algérien réunit dans sa capitale les dirigeants arabes sur fond de divisions persistantes sur les conflits qui agitent la région, notamment la Syrie et la Libye et le rapprochement entre certains États avec Israël. Notons que plusieurs chefs d'État seront absents à l'instar du souverain marocain Mohamed VI, représenté par son ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita. À l'ordre du jour, plusieurs dossiers importants, parmi lesquels la crise libyenne, la réforme de la Ligue arabe, la grande zone arabe de libre-échange ou encore la sécurité alimentaire. Au cours de ce rendez-vous crucial pour le monde arabe, l'Algérie veut marquer son retour sur la scène diplomatique internationale. Y parviendra-t-elle? Écoutons à ce propos le politologue Alfred Chango. Il faut se souvenir que le dernier sommet auquel l'Algérie avait participé, c'était encore au temps d'Abdelaziz Bouteflika, qui était président en 2005. Et depuis cette date-là, la diplomatie algérienne a été absente, en tout cas des grands enjeux de la Ligue arabe. Maintenant, avec le conflit en Ukraine, la guerre de la Russie contre l'Ukraine, et puis la question des céréales et la question aussi énergétique, l'Algérie revient dans le jeu diplomatique non seulement international, mais aussi régional. Et j'ajouterais que, au fond, pour Abdelmajid Tebboune, je crois que la rencontre avec Macron et la réconciliation avec la France a été un tournant dans son jeu diplomatique. Comment prévenir la radicalisation des jeunes et ainsi l'extrémisme violent? Question qui est au cœur des échanges qui ont animé la conférence politique de l'Union africaine sur la paix, la sécurité et le développement qui s'est clôturée le 27 octobre dernier à Tanger au Maroc. Cette rencontre de 2 jours avait pour objectif de mettre en place des projets pilotes qui auront un impact réel sur la vie quotidienne des citoyens africains de manière à contribuer à l'éradication des causes de l'extrémisme et du terrorisme au niveau du continent. Joël Ballot. Dans sa stratégie de lutte contre le terrorisme, le Maroc a depuis 2003 réussi à démanteler 200 cellules terroristes selon le Bureau central d'investigation judiciaire. Cependant, le phénomène grandissant, les jeunes sont devenus la principale cible des groupes qui prônent l'extrémisme violent. Pour le secrétaire général de la Rabita Mohammadia des Oulémas, Ahmed Abadi, il faut mettre en place des mesures d'accompagnement permettant aux jeunes d'explorer leurs centres d'intérêt. Qu'ils fassent des bandes dessinées, qu'ils fassent du théâtre interactif. Encourageons-les. Celles et ceux qui n'ont pas de smartphone, achetons-leur des smartphones. Accompagnons-les pour qu'ils puissent élaborer des contenus vertueux qui vont contrecarrer ces discours de haine et ils feront ça en s'amusant. La conférence politique de Tanger au Maroc a permis aux différents acteurs de jeter la lumière sur les notions de paix, de sécurité et de développement au sein de l'architecture africaine. Selon le secrétaire général de la Rabita Mohammadia des Oulémas, Ahmed Abadi, pour limiter l'implication des jeunes dans les guerres, il faut développer davantage de stratégies impliquant les jeunes dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Il faut essayer de mettre en place des structures pérennes qui transcendent le temps politique. C'est justement ce que le Royaume du Maroc a réussi à faire. Et c'est pour ça qu'on a même opéré la MEU pour parler aux revenants de Daesh et du Sahel et des autres
région de turmoil. Et on ne les a pas approchés comme étant seulement une source de problèmes, mais aussi une source d'information, une source de savoir-faire, une source d'intelligence. Pour sa part, le Maroc a mis en place plusieurs structures de réinsertion des jeunes issus des groupes terroristes. Cependant, comme l'indique Ahmed Abadi, il faut que cette stratégie soit l'apanage de tous les pays africains pour mettre fin à l'expansion du terrorisme et intégrer les droits de l'homme comme une nécessité pour tous. Également dans l'actualité, nouvelle manifestation contre le Rwanda en République démocratique du Congo. C'était ce lundi 31 octobre à Goma. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté contre le pays voisin, accusé par les autorités congolaises de soutenir les rebelles du M23 qui ont gagné du terrain ces derniers jours dans l'est de la République démocratique du Congo. Les manifestants, dont des centaines de motards, certains armés de bâtons et de pierres, ont envahi les rues de la ville de plus d'1 million d'habitants, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Rappelons que le 29 octobre, Kinshasa a décidé d'expulser de son territoire l'ambassadeur rwandais Vincent Karega. Les relations entre les deux pays s'enveniment davantage. Lundi, l'Union africaine et la communauté d'Afrique de l'Est ont appelé à la désescalade des tensions ainsi qu'au rétablissement du dialogue entre les deux pays. L'ex-présidente de la Cour constitutionnelle centrafricaine sort du silence plusieurs jours après son éviction. Danielle Darlan, démise de ses fonctions le 24 octobre par décret présidentiel, ne retournera pas à la Cour constitutionnelle et n'engagera pas non plus de procédure pour contester son éviction. Une éviction qui, selon elle, enfreint la loi et dont la conséquence pourrait être la remise en cause de la légitimité et de la crédibilité de la plus haute instance juridique du pays. Robert Bokbe. Je conteste la façon dont j'ai été relevé de mes fonctions, mais je n'ai pas l'intention de retourner à la Cour constitutionnelle parce que j'ai tourné la page. Déclaration de Danielle Darlan, ancienne présidente de la Cour constitutionnelle de la République centrafricaine, qui plus loin affirme que durant son règne, elle a reçu énormément de coups. Pour les acteurs de la scène politique de ce pays d'Afrique centrale, c'est une entorse à la démocratie qui se confirme. Madame Darlan a été victime d'une conspiration au sommet de l'État de ceux qui pensent que la Constitution n'est qu'une serpillière qu'on peut modifier pour des intérêts égoïstes et personnels. Ceux qui ont pensé à modifier la Constitution au niveau de la République centrafricaine pour s'éterniser au pouvoir ne font que suivre l'exemple de ce qui se fait par ailleurs. Nous sommes en train de mener une campagne contre le 13e mandat au sein de Tournons la page et le 3e mandat n'a pour objectif que de s'éterniser au pouvoir, parfois pour mourir au pouvoir. Après avoir été informé que le gouvernement voulait qu'elle prenne sa retraite le 31 décembre 2022, Danielle Darlan répliquait dans une lettre adressée aux autorités le 26 octobre qu'elle poursuivrait bien son mandat jusqu'à son terme en mars 2024. La décision de Danielle Darlan de définitivement tourner la page de la Cour constitutionnelle prend beaucoup de Centrafricains à contre-cour. C'est une dame respectable et respectée et l'acte qu'elle vient de poser est un acte républicain et nous l'encourageons à poursuivre son travail pour la République. Mais malheureusement, elle ne peut pas le faire en tant que présidente de la Cour constitutionnelle. Elle s'est opposée à la violation de la loi fondamentale et c'est un acte louable. Celle qui est désormais ancienne présidente de la Cour constitutionnelle de la République centrafricaine dit partir la tête haute avec la conscience tranquille. L'éviction de Danielle Darlan a provoqué de l'indignation au sein du bloc républicain pour la défense de la Constitution. Selon le porte-parole de la plateforme, l'opposant et député Martin Ziguélé, c'est une démarche de vengeance pure et simple, car Madame Darlan a empêché le projet d'écriture d'une nouvelle Constitution après avoir mis à mal celui de la crypto-monnaie nationale, le Sangocoin. L'accord trouvé le 22 juillet entre l'Organisation des Nations Unies, la Turquie, la Russie et l'Ukraine pour la reprise des exportations de céréales depuis les ports ukrainiens arrive à échéance le 19 novembre prochain. Cependant, les récents développements du conflit russo-ukrainien font peser des menaces sur son renouvellement. Le 29 octobre, la Russie a en effet annoncé son retrait de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. Un accord jugé vital selon l'ONU pour la sécurité alimentaire mondiale. Son non-renouvellement pourrait aggraver la flambée des prix des aliments de base en Afrique. Eugène Schéma. Accusant l'Ukraine d'avoir attaqué ses navires, la Russie a annoncé samedi 29 octobre la suspension de l'accord d'exportation des céréales via les ports ukrainiens.
Pour l'Organisation des Nations Unies, cette mesure, couplée à un éventuel refus de renouveler l'accord à l'échéance le 19 novembre, entraînerait des risques pour la sécurité alimentaire mondiale. L'Organisation des Nations Unies se dit inquiète. Le secrétaire général est profondément préoccupé par la situation actuelle concernant l'initiative céréalière de la mer Noire. Le secrétaire général continue d'entretenir d'intenses contacts visant à mettre fin à la suspension par la Russie de sa participation à l'initiative céréalière de la mer Noire. Le même engagement vise également le renouvellement de la mise en œuvre intégrale de l'initiative visant à faciliter les exportations de denrées alimentaires et d'engrais d'Ukraine ainsi que la suppression des obstacles restants aux exportations de denrées alimentaires et d'engrais russes. Selon les données du Centre de coordination conjointe, structure mise en œuvre pour piloter l'initiative céréalière de la mer Noire, depuis le 22 juillet, environ un tiers des exportations de céréales lancées depuis les ports de la mer Noire sont allées à des pays à revenus faibles et moyens, dont l'Égypte, le Kenya, le Soudan, la Somalie, Djibouti, la Tunisie. L'ONU estime que la reprise des exportations a contribué à la baisse du prix du blé et d'autres produits de base, empêchant 100 millions de personnes de tomber dans l'extrême pauvreté. Pour l'Ukraine, la suspension des exportations de céréales entraînerait des conséquences dans diverses régions du globe, dont l'Afrique. Nous travaillons chaque jour pour protéger notre initiative d'exportation de céréales. Il est évident que la Russie a l'intention d'exacerber à nouveau la crise alimentaire mondiale, de faire renaître la menace d'une famine à grande échelle. Et ce n'est pas seulement un problème commercial, c'est une détérioration de l'accès aux aliments pour des millions de personnes et la menace d'une augmentation encore plus importante des prix de produits essentiels sur différents continents, tant en Afrique qu'en Asie et en Europe. Le non-renouvellement de l'initiative céréalière de la mer Noire créerait un contexte mondial d'incertitude, favorisant la spéculation et la thésaurisation, facteur d'une hausse des prix des produits de base. L'ONU y voit également un risque de famine, certaines des cargaisons expédiées via les ports ukrainiens étant destinées au programme alimentaire mondial pour l'aide alimentaire d'urgence à destination des pays de la Corne de l'Afrique et du Yémen. En Éthiopie, par exemple, près de 10 millions de personnes sont officiellement confrontées à l'insécurité alimentaire dans des zones touchées par la sécheresse. Découverte à présent de la pièce de théâtre intitulée « Pas de demain » du metteur en scène béninois Brado Birlin Grimaud. Œuvre qui dénonce les conditions difficiles dans lesquelles les prisonniers vivent dans les centres de détention du pays. Un moyen pour le metteur en scène de militer pour l'amélioration des conditions de vie des prisonniers. Leftiuno. Stand Innovation pour la pièce de théâtre intitulée « Pas de demain » du metteur en scène Brado Birlin Grimaud, restituée par 3 jeunes comédiens béninois à l'espace Le Centre de Lobozumpa à Abomey-Calavi au Bénin. Écrite et mise en scène par Brado Birlin Grimaud, cette pièce relate les réalités de 3 prisonniers. Il s'agit non seulement d'un travail de questionnement sur la vie de ces détenus, leur capacité à résister dans le temps, dans certaines conditions, mais aussi une interrogation sur ce qui se passe à l'extérieur des barreaux et quand ça va changer, si les lendemains seront meilleurs ou pas. Cette pièce est parsemée de messages. Elle aborde entre autres les formes d'aliénation de l'Afrique avec le colon, le rêve africain, le nouvel ordre mondial, l'attachement des Africains aux religions importées, les restrictions des libertés. Dans la société que nous connaissons, qu'elle soit occidentale, asiatique, africaine ou américaine, on est tout le temps en train de se demander, mais on va où en fait ? C'est quoi notre but? On participe à quoi exactement? Juste se lever, courir, manger, dormir, sourire, mourir? C'est quoi le but en fait? Donc dire mangeons tout aujourd'hui et puis vendez ce demain, c'est vraiment profond. C'est un questionnement pour tout le monde. La pièce Pas de demain évoque les questions existentielles. Dans un décor original rempli de chemises blanches accrochées au séchoir à linge et lumière, cette restitution théâtrale ravive le passé des détenus, notamment de Bayor et Foula, à travers une projection vidéo. Afin d'accrocher le public, une bribe de traitement audio populaire circulant sur les réseaux sociaux a été montée dans la pièce. C'est des éléments qu'on a utilisés sans pour autant parler, pour mettre de l'humour dans ce travail. L'élément graphique, c'est pour faire un feedback dans le passé de ces prisonniers qui sont dans ce monde. Gildas Maoussi Agosoupe, Udvan Sweke, Ornella Fayon, Douriat Dansou,
et Brado Birlin Grimaud compte reproduire ce spectacle dénommé Pas de demain et faire participer un plus grand nombre de publics, recueillir des avis afin d'explorer le monde carcéral pour l'amélioration des conditions de vie des prisonniers. A noter que l'idée de la création de cette pièce a germé en 2019 à la rencontre d'un détenu qui totalise 5 ans d'emprisonnement sans jugement. Ceci lors d'une intervention artistique du metteur en scène Brado Birlin Grimaud à la prison civile d'Abomey-Calavi au Bénin. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.